l'actualité de ce mardi. 10 jours après le massacre de Solhan, l'association des ressortissants de la province du Yaga appelle à l'aide pour les milliers de déplacés qui ont fui la cité martyrisée, un exercice au cours duquel l'adjoint au maire de cette commune rurale est revenu sur la polémique autour du retour ou pas des tueurs sur le lieu du crime. Vous l'entendrez. Deuxième anniversaire de l'appel de Manega, 2 ans à promouvoir la paix et la réconciliation nationale. Le contexte ambiant nous donne raison d'estimer les initiateurs de l'association. Et puis, il s'appelle Mirama, ce qui signifie mortalité infantile réduite par l'administration de masse de l'azithromycine, un projet de l'organisation Hélène Keller International qui va toucher les enfants âgés de 1 à 11 mois. Le projet lancé le 11 juin dernier par le ministre de la Santé concernant 3 régions. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Depuis cette fameuse nuit de terreur du 4 au 5 juin, où au moins 132 personnes ont été tuées en une seule nuit, on compte aujourd'hui plus de 7000 personnes qui ont fui la commune rurale de Solhan, des déplacés qui ont visiblement besoin d'aide. C'est en tout cas le SOS qu'a lancé l'association des ressortissants du Yaga pendant une conférence de presse où l'adjoint au maire de la commune meurtrie est revenu sur l'une des polémiques qui entourent le massacre de Solhan. Ce dernier, soutient mordicus que les tueurs sont bel et bien revenus sur le lieu du crime la nuit d'après, contrairement au communiqué de l'état-major général des armées. Toutes les explications, Abdoulazak Traoré. C'est depuis Ouagadougou, loin des terres de leurs ancêtres, que ces ressortissants de la province du Yaga lancent un SOS. Yaga où est située une certaine commune appelée Solhan. Solhan la meurtrie, Solhan le village fantôme désormais vidé de ses populations. 7500 d'entre elles se sont réfugiées à Seba, à une dizaine de kilomètres des lieux des tueries. 10 jours après, où en sommes-nous avec leur prise en charge? La ministre de l'Action humanitaire a ordonné de distribuer des vivres aux déplacés. Et c'est ce qui a été fait. Après cette distribution, nous avons reçu des ONG et des associations, en tout cas qui ont œuvré pour soutenir ces déplacés internes. Et visiblement, toutes ces actions demeurent insuffisantes, d'où l'appel du jour à venir en aide aux déplacés internes. Face aux nombreux appels d'amis du Burkina Faso et d'ailleurs pour faire parler leur cœur, l'association a vu la nécessité de créer 2 comptes mobile monnaie pour recevoir des dons en nature et en espèces. Le compte Orange est le 06 81 20 82. Le compte Move est le 01 34 11 11. L'ARI dispose en outre d'un compte de caisse populaire, à savoir le 3301 B 13 10 53, pour recevoir des dons en nature. L'association créée depuis 2014 n'est pas à son premier geste à l'endroit des populations. Pour cette action, elle va au-delà de l'appel. L'association des ressortissants du Yaga appelle l'exécutif à prendre des mesures pour sécuriser les 6 communes de la province en proie à l'insécurité depuis plus de 2 ans. Des 6 communes, il n'y a que 2 qui disposent d'un détachement militaire. Le gouvernement est appelé à revoir son dispositif à ce niveau au regard de la gravité de la situation sécuritaire. En ce qui concerne la polémique sur les chiffres relatifs aux morts de l'attaque de Solhan, l'association s'en tient au bilan gouvernemental. Mais à propos des informations démenties par le communiqué de l'état-major général de l'armée, l'adjoint au maire de Solhan se veut formel. Les terroristes sont bel et bien revenus la prochaine nuit après les massacres. Ça, c'est ça qui est dans la polémique d'aujourd'hui au niveau des autres. Ils sont revenus et puis c'est ce jour même ils ont pillé d'autres boutiques et puis incendié le CSPS de Solhan. Voilà ce qu'on peut être témoin. Bon, le reste, ça, on ne peut pas rentrer. Mais ce qui est sur le terrain dans notre commune, voilà ce qui s'est passé. Ils sont revenus. Les terroristes sont donc revenus moins de 24 heures après l'attaque, selon l'adjoint au maire.
En réalité, Solhan est dans l'œil du cyclone depuis plus de 2 ans. Durant cette période, les incidents sécuritaires se sont multipliés. La mairie a été incendiée. Le conseil municipal travaille d'ailleurs à partir de Seba. Le deuxième adjoint au maire a été tué lors d'une attaque. Son remplaçant, lui, a été enlevé. Plusieurs écoles demeurent fermées et des villages inaccessibles. Foi de Youssoufi Sow. Et c'est dans ce contexte de crise sécuritaire aiguë que l'Appel de Manega célèbre son 2e anniversaire d'existence. Une coïncidence qui fait dire aux responsables de cette association tout le bien fondé de leur initiative, celui de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Luc Pavelgem. C'est le 15 juin 2019 que l'Appel de Manega voyait le jour après 100 signatures de personnalités culturelles, sociales et politiques. 2 ans après, cette organisation de la société civile d'activisme et de plaidoyer pour la réconciliation et la paix revient sur le chemin parcouru. Pour l'an 2, il est prévu des activités, des faits et des gestes de promotion, des valeurs et des principes modèles par lesquels l'appel veut impacter la société burkinabé. Un panel interculturel est prévu à Boussé le 19 juin, une marche dénommée Un pas vers la réconciliation à Zignaré le 26 juin et une cérémonie de distinction et de mérite des personnalités désignées artisans de paix et de réconciliation est au programme le 26 juin également à Zignaré. Une marche parce que quand on marche, on va vers un objectif. Quand on marche, c'est dynamique. Quand on marche, on se tient dans la direction. On a une trajectoire. Et c'est ça qu'on voulait, parce que c'est intitulé quoi? Un pas vers. Si on est assis, bien sûr, on n'arrivera pas. Mais si on marche, on a l'espoir d'arriver. Donc, un processus est une marche. Donc, pour nous, cette marche-là, c'est la marche du processus vers l'objectif qui est la réconciliation. Le thème retenu pour la commémoration du 2e anniversaire de l'appel de Manega est les médiateurs traditionnels et les mécanismes culturels de réconciliation, de paix et de pardon. L'objectif visé est d'apporter des éléments endogènes à la stratégie de réconciliation. Pour ce faire, Jacques Ouedraogo, citoyen protagoniste dans l'affaire Pazani, et Rochma Christian Kaboré, chef de l'État, sont retenus comme modèle de promotion de la paix. L'attitude et le geste de M. Jacques Ouedraogo, j'imagine que s'il avait fait comme les autres protagonistes, on serait allé au conflit. Donc, ce que M. Jacques a fait ici, au-delà de tout, ce qu'on retient, qui est bien et qu'on doit enseigner comme valeur, c'est que face à son intérêt particulier, personnel, on peut privilégier, on doit privilégier l'intérêt collectif. Donc maintenant, c'est un processus éminemment politique. Et si vous dites que c'est un processus éminemment politique, on n'a pas autre choix que d'aller vers les politiques. Et les politiques, en premier lieu, en premier chef, nous avons donc le chef de l'État, en fait, qui est interpellé. Parce que ça peut dépendre de sa volonté. L'appel de Manega se dit être embarqué dans le train de réconciliation mis en marche par le gouvernement. Il appelle du fond du cœur à un meilleur aboutissement de la réconciliation nationale, réel chemin pouvant conduire à de vraies et sincères solutions favorables à la paix et à l'unité nationale au Burkina Faso. On parle maintenant d'éducation et d'alimentation. Quand on fait le bilan des cantines scolaires, on se rend compte que le mécanisme a des limites, non seulement au niveau de la gestion, mais aussi de la qualité des repas. Le gouvernement va donc mettre en œuvre une initiative pour assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Cette initiative va mettre à contribution plusieurs départements ministériels, mais aussi des amis et des parents. On écoute à ce propos Salifou Ouedraogo. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a pris en 2019 l'initiative d'assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. À travers cette initiative, le pays vise les objectifs suivants. Améliorer la disponibilité des denrées alimentaires pour un approvisionnement optimal des cantines scolaires. Améliorer les revenus des ménages en état de précarité alimentaire, améliorer la valeur nutritionnelle des menus en milieu scolaire
par la diversification des aliments qui les composent, améliorer la gouvernance des cantines scolaires. Cette initiative présidentielle est innovante dans la mesure où elle établit un lien formel entre les cantines scolaires et la production endogène de denrées alimentaires, répondant ainsi au concept « consommons burkinabé ». Ainsi, le développement de la production agricole qui en découlera permettra d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et les performances scolaires et de lutter efficacement contre la pauvreté, notamment dans les zones rurales. On reste avec les enfants et ce projet. Il s'appelle Mirama, ce qui signifie mortalité infantile réduite par l'administration de masse de l'azithromycine. Une initiative de l'ONG Hélène Keller International qui va toucher les enfants âgés de 1 à 11 mois. 3 régions vont en bénéficier. Ce projet qui vise à réduire le taux de mortalité infantile, comme l'indique son nom, a été lancé par le ministre de la Santé il y a quelques jours, Benjamin Kwame. La mortalité infantile réduite par l'administration de masse de l'azithromycine cible environ 175 000 enfants de la région du centre-est, du sud-ouest et des hauts-bassins durant 3 ans. L'ultime objectif est de contribuer à lutter drastiquement contre la mortalité des enfants de 1 à 11 mois en administrant ce médicament tous les 6 mois. L'azithromycine, il faut le savoir, est un antibiotique utilisé généralement pour le traitement des infections des voies respiratoires et infections génito-urinaires. Le projet est lancé après des essais cliniques. La plateforme qui a été choisie pour administrer l'azithromycine, ce sont les journées de vitamine A+, qui est une plateforme déjà institutionnalisée au niveau du ministère de la Santé et qui pourrait donc servir pour l'administration de l'azithromycine. Au Burkina Faso, nous souhaitons passer à l'échelle et donc ce projet a pour objectif de démontrer qu'il est possible de distribuer l'azithromycine 2 fois par an aux enfants de 1 à 11 mois en utilisant une plateforme existante parce que les résultats qui ont été prouvés au Niger et au Malawi étaient faits dans le cadre d'essais cliniques. Au Burkina Faso, le constat est que le taux de mortalité infantile, bien qu'en baisse, demeure très élevé à 49 pour 1000 naissances vivantes, ce qui en fait un des taux les plus élevés du monde. Le gouvernement a déjà entrepris des actions visant à réduire ce taux, mais avec le projet Mirama, c'est un coup d'accélérateur que le ministère de Charlemagne Ouédraogo reçoit dans le cadre de cette lutte. Au Burkina Faso, les chiffres que nous avons sont en deçà de nos objectifs. Le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives pour réduire la mortalité maternelle des moins de 5 ans, en particulier la gratuité des soins. Et beaucoup de partenaires sont venus pour apporter un soutien donc aux efforts du gouvernement pour lutter contre la mortalité des enfants de moins de 5 ans afin d'améliorer la santé de la population. C'est en cela que nous accueillons ce projet qui vient justement soutenir les efforts du gouvernement à travers d'autres types d'interventions qui vont contribuer à réduire la mortalité dans ce groupe cible et partant améliorer la santé de la population. Le coût global du projet est de plus de 5 milliards de francs CFA avec un volet recherche et un volet intervention qui se fera de porte à porte en milieu urbain et rural. Toujours dans le registre de la santé, mais on y ajoute de la recherche et de l'enseignement supérieur et cela nous mène tout droit vers cette signature de convention entre l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso et l'Institut supérieur de santé publique. Ce tour Justin Dabiré. Entamé en janvier 2021, le mariage entre l'Université Nazi Boni et l'Institut national de santé publique INSP vient d'être officiellement scellé avec une signature de convention entre les deux institutions. Le contenu de la convention s'articule autour de plusieurs points. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre de programmes de recherche scientifique d'intérêt commun, des stages de formation et de perfectionnement, l'échange de documentation et d'informations scientifiques et technologies, et la valorisation des résultats de recherche. Alors nous avons voulu nous rapprocher donc de cet institut pour qu'ensemble nous puissions avoir une vision commune dans certains aspects de la recherche. Et ceci, bien sûr, sera tenu par des équipes organisées, donc d'enseignants, chercheurs, d'ingénieurs de recherche qui pourront donc assurer cette mobilité entre les deux institutions. Donc un cadre que ces deux institutions devraient offrir
n'est-ce pas, le cadre d'expertise et de perfectionnement à ces équipes. Pour atteindre les objectifs fixés, des équipes de suivi ont été mises en place dans chacune des deux institutions. Nous avons mis en place des équipes au sein de nos deux institutions pour suivre pas à pas les progrès de cette convention, les progrès liés aux collaborations de formation, les progrès liés aux collaborations d'animation scientifique bilatérale, et c'est ça qui nous permettra de faire une évaluation et une mise à jour de cette convention d'ici la fin de l'année. Cette convention vient fédérer les synergies de deux institutions stratégiques qui font de la recherche et de la formation une quête permanente. Créé en 2018, l'Institut national de santé publique a pour mission de mettre en place un instrument fiable qui stimule un système de santé performant au Burkina Faso. Et pendant ce temps, l'Hypermic, lui, essaie de communiquer à ses étudiants le goût de l'entrepreneuriat, ce à travers une masterclass qui a débuté hier. John William Somda. L'entrepreneuriat en milieu universitaire au cœur des débats des masterclass 2021 de l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication Hypermic. Placé sous le parrainage du ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, ces masterclass se tiennent du 14 au 19 juin courant. Tenues sur le thème de l'entrepreneuriat, ces masterclass sont une opportunité pour le ministre en charge de la jeunesse de revenir sur les défis auxquels font face nos étudiants dans leur quête d'emploi après la formation. S'inscrit dans la logique de l'entrepreneuriat se veut pour le ministre Salifou Thiem Touré une alternative pour les jeunes diplômés. Je suis de plus en plus heureux parce que, au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons les jeunes eux-mêmes prennent conscience que la fonction publique n'est pas la voie indiquée actuellement pour avoir donc de l'emploi. C'est une voie, mais pas la meilleure. Et tout le monde aujourd'hui sait que entreprendre devient de plus en plus donc une alternative qu'il faut donc emprunter. Et au niveau de l'université, si cette vision entrepreneuriale-là est enclenchée, cela va nous permettre d'avoir donc des jeunes bien déterminés et résilients pour l'avenir et pour la construction de notre nation. Du 14 au 19 juin, les étudiants de l'Hypermic du niveau de licence 3 seront sur le front pour une série de productions professionnelles en lien avec l'entrepreneuriat. Ces productions, il faut le rappeler, seront encadrées par les enseignants de l'Hypermic et des professionnels invités à l'occasion des masterclass. Au titre de ces productions, nous avions l'édition d'un journal, ce que nous appelons le journal École. Nous avons aussi notre radio, qui n'est pas très bien connue, mais qui est fonctionnelle, qui va être animée, disons, sur toute la durée de la production des masterclass, avec des émissions, donc portant sur l'entrepreneuriat, portant sur l'ouverture de l'université au monde de l'entreprise de façon générale, portant sur la recherche et bien d'autres émissions qui seront animées, conduites justement par les étudiants. L'objectif visé à travers ces masterclass au sein de l'Hypermic est de faire la promotion d'un partenariat solide entre l'Institut et le monde de la production et des entreprises. Première du genre, ces masterclass viennent compléter le cursus de formation des étudiants en année de licence. Encore une sensibilisation à l'auto-employabilité. Elle vient cette fois-ci de la jeunesse fassoïste qui lance la journée de la promotion de l'entrepreneuriat. Objectif, développer et promouvoir l'esprit de leadership et d'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes du Burkina. C'est un reportage de Justin Monto. Une jeunesse, une vision, un engagement. C'est le slogan des fassoïstes. Ce 13 juin, après 2 ans d'activité, l'association des fassoïstes lance officiellement la journée de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse fassoïste. Par la même occasion, elle lance le projet Un jeune, un mentor, en offrant à 10 jeunes des bons d'une valeur de 100 000 francs CFA chacun pour la réalisation de projets mineurs. Une journée de la promotion de l'entrepreneuriat est une belle initiative. Et ils n'ont pas seulement lancé, ils ont joint et donc cette parole-là à l'acte, en faisant en sorte que 100 jeunes puissent avoir donc pour démarrage au moins 100 000 francs.
La problématique de l'employabilité des jeunes est un phénomène très crucial au Burkina Faso, et d'où en tout cas cette vision de créer des initiatives pour soutenir les jeunes pour qu'ils puissent avoir ne serait-ce que des petits projets à faire et pouvoir se débrouiller mieux dans la vie. Et nous pensons que cette contribution à travers le mentoring pourra quand même permettre à ces gens de trouver de quoi faire et permettre de pousser un peu le développement au niveau de la base. L'objectif principal de l'association est de développer et de promouvoir l'esprit de leadership et de l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes au Burkina Faso. Dans la foulée, l'association procède à l'installation du club des jeunes entrepreneurs fasoïstes ainsi qu'au lancement du projet Carte verte fasoïste pour faciliter la circulation des jeunes entrepreneurs dans les pays voisins. L'initiative, le coffre du jeune sireur, est aussi lancée pour réorganiser le secteur des sireurs ambulants. C'est autant d'initiatives qui permettront aux jeunes de pouvoir en tout cas se tirer d'affaires et ne plus s'abandonner dans des pratiques non vraiment conformes à la réglementation, c'est-à-dire la délinquance et autres. Nous avons décidé de les accompagner parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils ont des objectifs, parce qu'ils se donnent les moyens propres à eux de les réaliser, parce qu'ils s'outillent suffisamment pour être sûrs que ce qu'ils projettent aujourd'hui aura forcément un impact positif sur l'économie du pays, sur la jeunesse de ce pays, simplement sur l'avenir de notre pays. Le fasoïsme se veut un système de développement économique et social qui privilégie l'intégrité, la solidarité et le patriotisme. Dans la région du sud-ouest, c'est le village de Sidi Moukar qui bénéficie du mécanisme appelé les engagements nationaux, un mécanisme dédié à la réalisation d'infrastructures scolaires urgentes. Et cela aboutit à la construction des bâtiments de 3 salles de classe d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur le chantier en finition. Arsène Konditamde aussi. Le ministre de l'Éducation nationale à Sidi Moukar, un village situé à 6 km de la commune de Gawa. Il vient visiter ce chantier, une école de 3 classes réalisée dans le cadre des engagements nationaux. Le besoin était pressant et il a fallu s'activer pour permettre aux enfants de la localité d'aller à l'école dès la prochaine rentrée des classes. Et mon souhait vraiment, c'est que cette infrastructure soit réalisée dans les normes de l'art. La structure de contrôle est là, elle nous a rassurés. On verra au fur et à mesure parce qu'il y a tellement de besoins de réalisation d'infrastructures scolaires qu'il n'est pas bon qu'on réalise une infrastructure aujourd'hui et qu'un ou 2 ans après, on soit obligé de revenir sur nos pas. Maintenant, pour ce qui est de la qualité, vous savez que l'actualité tourne autour de dégradation d'infrastructures. Nous avons fait un point sur la base des dégradations observées entre mi-mai et le 7 juin. Et nous sommes à 85 infrastructures. Nous sommes en train d'affiner pour pouvoir situer les responsabilités. C'est une infrastructure qui a coûté environ 40 millions de francs CFA. Elle est composée de 3 salles de classe, un bureau, un magasin, un bloc de latrine et un forage. Qui dit engagements nationaux, dit programme du président du Faso. C'est ce qui justifie la présence du chef de cabinet de Rochma Christian Kabouri. On continuera à mobiliser les ressources pour continuer à apporter des éléments de réponse aux besoins des populations, aussi bien de la région, mais des autres régions du pays. Donc ce n'est pas seulement en termes des besoins des populations, comme vous en doutez, ce n'est pas seulement en termes d'infrastructures scolaires. Il y a beaucoup d'autres infrastructures pour lesquelles les sollicitations sont nombreuses, mais on est obligé de parer souvent au plus pressé. Et la circonstance que dans cette zone-là, il n'y ait pas d'école interpellait tout le monde. C'est un bâtiment qui a été réalisé en intégrant les nouvelles normes de construction éducative. Il y a par exemple des rampes d'accès pour tenir compte des personnes vivant avec un handicap. Dans la région du sud-ouest, 2 autres écoles de ce genre sont en perspective. Tout autre chose est ce volet assainissement avec cette séance de formation initiée par la fondation Mike Nike au profit d'élèves éducateurs de Lumbila. On a surtout insisté sur la lutte contre la défécation à l'air libre et on a fait la promotion du mécanisme de recyclage des déchets organiques. Plus de précisions, Alexis Belemnaba.
Le taux d'utilisation des latrines peine à atteindre 18% et la défection à l'air libre continue toujours, surtout dans le milieu rural. En plus d'enlaidir les cadres de vie, les déchets organiques sont des sources de maladies. La Fondation Mike Nike, dans le cadre de ses activités du programme collaboratif de recherche agricole, a initié un séminaire de formation au profit de 181 élèves éducateurs de Lumbila. Ces formations sont entre autres l'assainissement écologique Ecosan, la technologie de la fertilisation Ecosan et des engagements des élèves éducateurs à un leadership pour un recyclage écologique. Ici, le recyclage concerne donc les déchets. Il permet donc de transformer les déchets en ressources, particulièrement pour la fertilisation du sol. Dans le contexte local ici, nous avons donc plusieurs types de déchets, dont les excréments humains. Ces excréments humains constituent des problèmes pour l'assainissement et c'est très difficile parce que nos villes n'ont pas suffisamment de ressources pour les traiter. La technologie Ecosan, c'est une solution durable à la gestion des déchets parce qu'elle permet donc de transformer les déchets en fertilisants pour le sol. Cela permet donc de pouvoir fertiliser le sol avec donc des déchets bio-organiques et cela évite donc d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques qui polluent la nature et qui compromettent donc la santé humaine. C'est un cadre d'éducation et ces éducateurs doivent répliquer ce que nous sommes en train de faire comme activité lors de leur sortie. Parce qu'ils vont tenir des élèves et les enfants sont le meilleur canal vraiment pour le changement de comportement. Parce que Ecosan, c'est vraiment un changement de paradigme. Des relais pour une contribution au développement agricole, mais aussi au changement comportemental, le directeur des écoles et des stages de l'ENEP de Lumbila s'en réjouit. Nous sommes dans un cadre éducatif et ces thèmes viennent à point nommé pour renforcer les compétences de nos stagiaires qui sont là, qui sont en train de sortir et qui seront quand même bien outillés pour faire face à ces questions d'assainissement, d'hygiène dans leur milieu. Et cela va se répercuter certainement auprès des élèves et auprès, évidemment, des parents. Et parce qu'il y a non seulement l'hygiène et l'assainissement, mais on parle aussi des latrines Ecosan. Comment les reconnaître, comment mettre en place ces genres de latrines. Évidemment, ce n'est pas donné un peu partout. Et nous sommes en train d'apprendre cela ici. Les formateurs attendent de ces élèves éducateurs la vulgarisation de ces différentes techniques qui permettront de restaurer la fertilité des sols agricoles appauvris et de réduire des maladies chroniques au sein des familles. Le projet de partenariat sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale, le projet FRE, a tenu sa deuxième rencontre du comité de pilotage. Faire le point des activités déjà exécutées et dresser le programme à venir était l'essentiel de cette rencontre. Justin Amonto. Dans cette salle ce 10 juin se tient la deuxième rencontre du comité de pilotage du projet de partenariat régional sur l'eau et l'environnement. Ce projet dénommé PRES s'exécute en Afrique centrale et occidentale. C'est un projet qui a pour objectif de renforcer la résilience des écosystèmes naturels et des communautés locales au niveau justement de la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, surtout dans les bassins fluviaux et lacustres. Cette deuxième session du comité de pilotage vise la validation du rapport technique de l'année 2020 et le programme d'activité de l'année 2021. Nous sommes ensemble avec l'UICN et nous avons également la responsabilité de mettre en œuvre certaines activités qui entrent dans le champ de notre programme spécifique d'activité comme agence de la CEDEAO. Et voir également comment nous pourrons mieux collaborer avec les autres directions de la CEDEAO qui ne sont pas ici, mais qui sont concernées également par la dimension du projet PRES. Pour ces acteurs de l'Union internationale pour la conservation de la nature, la CEDEAO et la coopération suédoise pour le développement international, ASDI, cet atelier est une opportunité pour la suivi de la mise en œuvre de ce partenariat régional sur l'eau et l'environnement. Et pour terminer cette question, comment améliorer les services de santé au Burkina? Eh bien, l'ONG Help au Burkina Faso a sa petite idée. Pour elle, il faut tout simplement faire de la veille citoyenne. Dans ce cadre, elle met en œuvre un projet de veille citoyenne dans la région des Hauts-Bassins. Entre 2018 et 2019, le projet a donné des résultats satisfaisants. L'ONG souhaite que la pratique soit vulgarisée. Elle a donc organisé à cet effet un atelier national de plaidoyer. C'était hier. Hassan Konitamde y était. Mis en œuvre dans la région des Hauts-Bassins,
Le projet Veille communautaire consiste à mettre en place un système de veille citoyenne actif dans le domaine sanitaire. Il permet par exemple d'effectuer le contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Pour assurer son efficacité, des acteurs communautaires sont installés au niveau des villages, des communes, des provinces et des régions. Ils récoltent les informations et les font remonter au fur et à mesure en fonction de la gravité pour un traitement diligent. Dans chaque village, il y a une femme mentor. La femme mentor relève l'information au niveau des usagers de santé et il remonte ça au niveau du point focal. Et le point focal fait remonter au niveau de l'ODESAT et après l'information, on vérifie est-ce que c'est réel. Si on pouvait même aller sur le terrain pour que vous touchiez du doigt la réalité, avant quand tu partais au CSPS, soit tu avais des injures, soit l'agent de santé, il y a eu des CSPS où il y avait des raquettes. Tout ça, on a pu le gérer et les agents de santé ont été sanctionnés par rapport à ça. Le dispositif de veille sanitaire est efficace et peu coûteux. En 3 années, 1000 dysfonctionnements ont été recensés et 80% résolus dans 476 villages, dans 33 communes des Hauts-Bassins. Le ministre de la Santé espère que cette initiative fera tache d'huile. Et nous avons vu que ces cellules-là ont permis de régler des problèmes directement en discutant avec les acteurs pour faciliter l'accès des populations aux services de santé et recevoir des soins de qualité. Donc nous encourageons ce projet. Nous souhaitons que ça fasse tache d'huile, que sur toute l'étendue du territoire, nous arrivons à mettre en place des cellules de veille communautaire afin de rapporter les vécus. Si c'est bien aussi que nous puissions féliciter. S'il y a des difficultés, qu'on puisse attirer l'attention des agents de santé et que chacun en ce qui le concerne puisse œuvrer à réduire les différentes barrières de l'accès aux services de santé. Ce projet a un coût total d'un peu plus de 803 millions de francs CFA. Il est financé à hauteur de 89,9% par l'Union européenne et à 10,20% par l'ONG HELP. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous donc demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Bonsoir, au revoir.